Hey! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo adaptation Disney. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons nous attaquer aujourd'hui à La Petite Sirène, donc tirée du conte du même nom écrit par Hans Christian Andersen. Alors petit disclaimer avant de commencer, je vais prendre en considération que vous avez lu le conte et ou regardé le film Disney, parce que dans la comparaison, je vais vraiment aller dans le détail. Donc si jamais vous voulez pas être spoilé, je suis désolée pour vous, mais il va falloir vous skipper cette vidéo parce que clairement il va y avoir des spoilers. Donc comme pour ce que j'avais fait pour la Reine des Neiges, je vais d'abord vous faire un résumé du conte d'Andersen et ensuite je vous parlerai de l'adaptation Disney. Donc comme son nom l'indique, le conte nous met en scène une petite sirène qui a vraiment la particularité d'être fascinée par le monde humain. Depuis sa tendre enfance, elle va toujours questionner sa grand-mère à ce sujet, elle veut vraiment découvrir et en savoir de plus de choses possibles sur le monde humain, et sa grand-mère va toujours lui fournir des réponses qui vont plus ou moins la satisfaire. À l'âge de 15 ans, la petite sirène et ses sœurs ont le droit de monter à la surface, chose qu'elles ne pouvaient pas faire alors. Mais cependant, vu que la petite sirène est la dernière de la fratrie, ça va être la plus impatiente possible, et du coup, toutes les sœurs avec elle ont fait le serment que si elles montaient à la surface, elles devaient décrire la première chose qu'elles voyaient. Donc en fait, comme elles avaient tous un an d'écart entre elles, il y en a toujours une qui montait à la surface, l'autre devait attendre un an et ainsi de suite, et la petite sirène devait attendre 5 ans à écouter les histoires de ses sœurs avant de pouvoir monter elle-même à la surface. Autrement vous dire que vraiment elle trombinait d'impatience. Sauf que les 5 sœurs vont respecter ce pacte que la petite sirène fera pas le jour où elle va monter à la surface. Et pour cause, elle est tombée amoureuse d'un jeune prince. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a vu à la surface, me diriez-vous? Quand elle est montée à la surface, la petite sirène va voir un bateau et elle va être attirée par ce bateau parce qu'il y a du chant, il y a de la danse, et par le hublot elle a pu voir tout un nombre de personnes, des personnes humaines très élégantes, et pour elle ça va être vraiment les personnes les plus belles qu'elle a pu observer. Et évidemment sur ce bateau il y a qui? Le fameux prince. Et la particularité c'est qu'il fêtait son anniversaire sur ce bateau, d'où le chant, d'où la danse, et la petite sirène va profiter de ce spectacle le plus longtemps possible. Alors que tout le monde va profiter de ce spectacle, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une tempête, un orage qui va faire couler le bateau. La petite sirène trouvait ça drôle au départ que les humains se débattent pour survivre, n'est-ce pas, pour éviter de se noyer, mais quand elle voit littéralement le prince se noyer, hein, faut le dire, elle va le sauver. Et d'ailleurs elle va sauver que lui parce que c'est l'élu de son cœur. Donc au petit matin, elle va le poser sur un banc de sable sur la terre ferme et elle va le surveiller au loin si quelqu'un le retrouve, et elle l'espère du fond de son cœur. Et effectivement, une jeune fille va venir lui prêter secours et le sauver. Et la petite sirène déjà commence à être triste parce que le prince ne lui a pas accordé un regard, mais il faut savoir que le prince ne l'a absolument pas vu. Donc en fait, il ne sait absolument pas qu'en réalité, c'est la petite sirène qui l'a sauvé. Détail très important, hein, mais évidemment, si jamais vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas lu le conte. Donc après cela, la petite sirène va retourner tristement au château de son père, elle va parler à aucune de ses sœurs, elle va adresser aucun sourire à personne, et elle va se réfugier dans son petit jardin secret où figure une statue humaine. Donc ça, elle est présente dès le début du conte, et comme elle trouvait qu'elle ressemble au prince, elle va un peu l'idolâtrer. Mais la petite sirène va pas s'en arrêter là, puisqu'elle va remonter plusieurs fois à la surface, elle va essayer de chercher son prince, mais en vain. Donc plus elle ne le trouve pas, plus elle devient triste, et à un bout d'un moment, ses sœurs lui demandent mais pourquoi elle est triste. Elle leur raconte son histoire, enfin elle respecte son pacte, et du coup les sœurs de la petite sirène vont faire passer le mot, et un jour on lui annonce qu'on sait où habite le prince et ils vont lui conduire. Et à partir de là, la petite sirène va observer de loin la vie du château et bien sûr la vie du prince. Et alors que chaque soir elle va monter à la surface pour aller voir le château, son amour pour le prince mais aussi pour les humains va grandir de plus en plus. Alors bien entendu, on va encore questionner sa grand-mère, et à un bout d'un moment on va apprendre une chose incroyable pour la petite sirène, c'est que sa grand-mère va lui apprendre que les sirènes avaient une vie beaucoup plus longue que les humains, puisqu'elles pouvaient vivre 300 ans il me semble, mais que les sirènes quand elles meurent elles n'ont plus d'âme, alors que les humains, si elles ont une vie plus courte, ils ont une âme immortelle. Là encore, comme dans la Reine des Neiges, on a une dimension religieuse qu'on va retrouver dans le conte avec cette histoire d'âme. Donc outre sa fascination humaine, la petite sirène est fascinée par les âmes immortelles, elle en veut une, mais sa grand-mère lui prévient qu'elle ne l'aura jamais parce que pour y arriver il faut un grand nombre de conditions, et je vous ai pris l'extrait que je vais vous lire. Il faut qu'un humain s'éprenne de la petite sirène à un tel point qu'elle soit pour lui plus que père et mère, qu'il s'attache à elle de toute sa pensée et de tout son amour, et qu'il fasse mettre par le pasteur sa main droite dans la sienne en promettant de lui être fidèle ici et pour l'éternité. Alors son âme passerait dans son corps et il aurait elle aussi part au bonheur
bonheur des humains. Il lui donnerait une âme et conserverait pourtant la sienne. Donc là encore, on a un peu une idée du mariage, hein, de ce que veut dire le mariage pour Andersen. Et comme vous pouvez vous en douter, tout ne va pas se passer comme prévu. Revenons à la grand-mère. Donc la grand-mère va lui conseiller de tout simplement vivre sa vie telle qu'elle est et d'en profiter pleinement. Mais vous en doutez, c'est pas ce que veut la petite sirène. Et donc un jour, elle va aller chez la sorcière des mers en espérant que cette dernière pourra lui porter conseil. À son arrivée, la petite sirène n'a absolument pas besoin d'expliquer à la sorcière des mers qu'est-ce qu'elle voulait, puisque la sorcière des mers le savait déjà. Et il va y avoir un deal, puisque si elle veut devenir humaine, la petite sirène devra lui donner sa voix. Je suis désolée pour les âmes sensibles, mais là, pour vous dire à quel point il est horrible ce conte, la sorcière des mers va lui couper la langue, ainsi elle ne pourra plus parler et elle ne pourra plus que compter sur son corps pour séduire le prince. Et la sorcière des mers aussi va lui prévenir que, en étant humaine, elle va recevoir un bon nombre de moqueries et beaucoup de malheur. La petite sirène s'en fiche parce qu'elle croit vraiment que le prince pourra l'aimer. Mais cette transformation se fera au prix de nombreuses souffrances, puisque quand elle va devenir humaine, à chaque pas, la petite sirène va ressentir une douleur, comme si à chaque pas elle marchait sur des couteaux aiguisés. Autrement dit, elle va être transie de douleur, mais encore une fois, elle va être transportée par l'amour qu'elle a pour le prince. Cependant, si elle échoue, donc autrement dit, si elle ne se marie pas avec le prince, elle ne pourra pas redevenir sirène, et surtout, si le prince en épouse une autre, elle va se transformer en écume, ou autrement dit, elle mourra. Et bien sûr, elle n'aura pas d'âme immortelle non plus. Donc avant le lever du soleil, la petite sirène va boire le breuvage, elle va s'échouer sur la plage, et c'est le prince lui-même qui va la retrouver, qui va la sauver entre guillemets, et qui va lui donner aussi abri dans son château, des vêtements de luxe, etc. pour qu'elle se sente le mieux possible. Et elle, par la danse, elle va essayer de séduire la cour, par sa beauté, elle va essayer de séduire le prince. Le prince doit avoir beaucoup d'affection pour elle, mais comme une gentille enfant, et pas comme quelqu'un qui peut aimer, parce que lui, il aime qu'une seule personne, la personne qu'il a retrouvée sur la plage, qu'il croit qu'il l'a sauvée. Il lui dit d'ailleurs qu'il ne peut épouser que cette personne-là. Et la petite sirène encore a beaucoup d'espoir, parce que pour elle, c'est elle qui l'a sauvée, et pas la fille de la plage. Sauf que le prince croit que c'est la fille qu'il avait retrouvée sur la plage qui l'avait sauvée. Le cadre a un peu bougé, je suis désolée, j'ai chuté dans le trépied. Et donc disais-je que beaucoup de pression va se faire ressentir autour de prince, puisque toute sa famille veut qu'il se marie. Un jour, on va lui faire rencontrer la princesse du royaume voisin. Tout le monde croit que va l'épouser, sauf la petite sirène, parce que il lui dit qu'il ne voulait pas épouser quelqu'un d'autre que la fille qu'il avait aimée, et que à défaut, il préfère encore épouser elle, sa charmante petite enfant bonne et gentille. Donc autrement vous dire que déjà ça part mal. Sauf que manque de bol, la fille du roi voisin s'avère être celle qu'il avait retrouvée sur la plage. Donc à ce moment-là, les fiançailles sont déclarées. La petite sirène voit son sort scellé, elle a le cœur brisé, elle a de plus en plus de souffrance en elle, déjà qu'elle en a subi beaucoup. Et lors de la nuit nuptiale, elle va danser tout au long de la nuit pour essayer de profiter des dernières joies qui lui restent, et surtout de ses dernières heures sur terre, puisqu'elle le sait, à l'aube, elle se transformera en écume. Cependant, dans la nuit, les sœurs viennent la voir, ils lui disent que tout le monde l'attend en bas, et qu'elles avaient elles aussi passé un pacte avec la sorcière des mers, qui, en sacrifiant leur beauté, en lui donnant ses cheveux, lui donne la possibilité de redevenir sirène, mais à une seule condition, c'est de tuer le prince avec un poignard spécial. La petite sirène va se rendre dans la tente nuptiale qui est sur le bateau, elle va observer le couple, et comme le prince prononce le nom de sa jeune épouse dans son sommeil, elle le voit heureux et elle ne peut se résoudre à le tuer. Et ainsi, au petit matin, elle va se transformer en écume sur l'eau. Cependant, son histoire ne se finit pas, puisque une seconde chance lui est offerte. Elle va se transformer en une créature de l'air, et on lui dit qu'elle aura une chance d'avoir une âme immortelle si pendant 300 ans elle fera des bonnes actions. Je vous en dis pas plus sur ces filles de l'air, puisque ça je vous laisserai le découvrir dans le conte, mais pour vous dire que non seulement la petite sirène avait déjà souffert tout le long de sa vie en aimant un prince et en sacrifiant beaucoup de choses, bah là encore pendant 300 ans elle va devoir faire sa rédemption, clairement, pour moi c'est ça, pour espérer avoir une âme immortelle et bien sûr avoir une place parmi les cieux, là encore dimension religieuse que vous connaissez. Bon, maintenant qu'on a parlé du conte, on peut enfin parler de l'adaptation Disney. Donc déjà, première différence que l'on peut relever, c'est que les personnages dans la version Disney ont tous des prénoms, que dans le conte il n'y en a aucun. On leur donne juste des titres, le prince, la petite sirène, la sorcière des mers, le roi de la mer, mais personne a de prénom. Donc déjà, je pense que vous le savez sans doute, mais dans la version Disney,
Disney, la petite sirène s'appelle Ariel, le roi s'appelle le roi Triton. D'ailleurs, dans la version Disney, la petite sirène a 6 sœurs et non 5. Et d'ailleurs, elle se nomme Aquata, Adrina, Arista, Athina, Adela et Alana. Oui, je lis mes notes parce que je les oublie souvent. Et surtout, dans la version Disney, ce que je trouve dommage, c'est que la figure de la grand-mère disparaît complètement. La grand-mère n'existe pas dans cette version-là, alors que sincèrement, c'est la grand-mère qui va guider la petite sirène. Alors que le roi, on le voit quasiment pas parce que lui, il pleure sa bien-aimée, c'est un roi veuf et il ne donne aucune attention à ses filles, il faut le dire. Donc dès le début, Ariel est représentée dans la version Disney comme une petite sirène qui n'en fait qu'à sa tête. D'ailleurs, on le voit dès le début que ne se présente même pas au spectacle que Sébastien, je vous explique ici juste après, organisé pour la cour, et que bien que le roi Triton lui interdit à son peuple de s'approcher du monde humain, la petite sirène, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher des objets humains et surtout elle va voir son repère secret. Donc là on peut retrouver le parallèle avec le jardin secret de la petite sirène. Là c'est vraiment une grotte maritime où elle va exposer tous ces objets, mais voilà, ça va être un peu son endroit secret comme le jardin secret qu'on peut retrouver dans le conte. Et à ce moment là, on peut parler du point commun essentiel avec le conte d'Andersen, parce que oui il y en a, c'est que Ariel est fascinée par le monde humain comme l'est la petite sirène dans le conte. D'ailleurs elle n'hésite pas à parcourir les carcasses de bateaux pour aller récupérer tout un tas d'objets, même s'il y a des dangers, notamment avec les requins. Si vous avez la scène en tête, vous voyez de quoi je parle. Donc je disais, la grand-mère disparaît, mais nous avons le goéland qui s'appelle Eureka, qui aide Ariel à essayer, on dit bien essayer parce qu'il est un peu débile ce goéland, on va pas se mentir, qui va aider Ariel à mieux percevoir le monde humain, et c'est lui qui va lui apprendre toutes les choses qu'il croit connaître, comme aurait pu le faire la grand-mère dans le conte finalement. Et pour Ariel, sincèrement, il est le symbole du savoir sur le monde humain, mais vraiment sa maladresse et son idiotie ne convainc pas le spectateur, mais c'est ça aussi qui fait de l'humour dans ce dessin animé. D'ailleurs même dans le nom d'Eureka finalement on trouve de l'ironie, puisque Eureka signifie j'ai trouvé une solution, sauf que lui il trouve une solution aux questions que lui pose Ariel, mais est-ce que lui a conscience qu'il dit des conneries? Ça c'est à chaque spectateur d'en juger, mais c'est ça qui est drôle dans ce personnage et qui tourne en dérision tous les objets humains qui sont importants pour la petite sirène. L'exemple le plus connu je pense c'est la fourchette. D'ailleurs je sais plus comment il l'appelle, mais qui dit que c'est pour se brosser les cheveux, et que la petite sirène quand elle va entrer dans le château des princes, la première chose qu'elle va faire c'est se brosser avec la fourchette ses cheveux, alors qu'en fait c'est pas un objet pour. Et c'est ça aussi qui fait le charme de Eureka, c'est qu'il dit des conneries et que la petite sirène lui croit, et qui crée en fait une situation d'humour tout au long du dessin animé. Mais Eureka, même malgré qu'il soit con et débile, on peut le dire jusqu'ici, il a quand même un rôle capital, puisqu'il y a que lui qui va capter qu'à la fin, que la jeune fille qui est sur le point d'épouser le prince en fait n'est pas la jeune fille qui croit qu'il l'avoir sauvée, mais qui est bien évidemment la sorcière. Un autre personnage qui n'existe pas dans le conte mais qui est important pour Ariel puisque c'est son meilleur ami, c'est bien sûr Polochon, là, le petit poisson jaune et bleu, qui l'épaule du début jusqu'à la fin du film et qui prend même la défense d'Ariel auprès du roi Triton quand ce dernier va s'emporter et détruire l'univers de sa fille. Et encore un autre personnage principal qui n'apparaît pas dans le conte, qui est Sébastien, donc le fameux crabe rouge que l'on retrouve, qui est officiellement le musicologue du roi, mais qu'en fait va être un peu plus que ça, il va avoir un peu plus le rôle de conseiller auprès de sa fille, comme un précepteur, bien que normalement le conseiller c'est le petit poisson, dont je ne sais plus le nom, mais vous avez l'image ici. Mais vraiment c'est Sébastien, comme je viens de le dire, c'est un peu comme le chaperon d'Ariel, et c'est avec lui que toute la merde va arriver, puisque c'est lui qui va dénoncer Ariel auprès de son père, que ce soit pour sa fascination du monde humain, ou encore pour son amour pour le prince, et tant bien que mal, quand le père va détruire l'univers d'Ariel, je vais revenir un peu plus sur ce détail là plus tard, il va essayer de se racheter en jouant par contre les entremetteurs avec le prince. Alors est-ce que c'est vraiment pour se racheter ou pour essayer qu'Ariel ne devienne pas la prisonnière de la sorcière des mers dont je vous parlerai après? Ça reste à l'interprétation de chacun, moi je pense qu'il y a des deux. Cela dit, même si ces personnages n'existent pas dans le conte d'Andersen, moi je trouve que leur présence est vraiment intéressante, puisque finalement ces personnages là vont briser la solitude qu'il y a autour de la petite sirène, solitude qui pèse dans le conte honnêtement. Faut savoir que la petite sirène chez Andersen est aussi un conte autobiographique, il y a, je pense très sincèrement en lisant la biographie d'Andersen, que Andersen y a déversé toute sa tristesse amoureuse dedans, et qu'on voit que ce conte est vraiment pessimiste, et que vraiment la petite sirène, on voit qu'elle est seule dans ce conte, et que là cette solitude est vraiment brisée grâce à ces personnages. Et j'ai envie de vous dire, c'est quasiment tout le temps la même chose chez Disney, que les animaux sont là pour épauler les personnages et pour qu'ils se sentent moins seuls. Honnêtement, dans tous les films où il y a des Disney princesses, pour moi le rôle des animaux c'est ça, c'est que vraiment ils les épaulent et qu'elles se sentent pas seules. On peut citer Cendrillon aussi dans le même exemple, dans le même genre, c'est vraiment la même chose, Blanche-Neige pareil, etc. Donc revenons sur
sur la sorcière des mers, qui a un nom qui est Ursula. Et contrairement au conte, c'est un personnage qui vivait autrefois au palais du roi Triton, mais qui a été répudié. Ça, je vous laisserai découvrir son histoire dans le dessin animé. Mais ce qui est important à retenir, du coup, c'est qu'elle a une rancune envers le roi Triton et qu'elle veut vraiment se venger. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle va suivre de près la petite sirène, l'encourageant à se transformer humaine. Et c'est pour ça que d'ailleurs, elle va essayer de corrompre la petite sirène à faire son plus grand souhait de devenir humaine, puisque le deal cette fois ne va pas être de se marier ou de mourir. Le deal cette fois, c'est d'avoir un baiser d'amour sincère de la part du prince dans un délai de 3 jours. Mais là d'ailleurs le délai est nouveau, parce que sinon, si elle échoue, elle va devenir sa prisonnière. Donc tout ça est complètement inexistant dans le conte d'Andersen, cette idée de vengeance, puisque la sorcière des mers est un personnage complètement à part de la cour du roi. Et ce sont les Murennes Flotsam et Jetsam qui vont amener la petite sirène à Ursula. Et Ariel, honnêtement au début elle hésite, mais c'est son désespoir d'amour et surtout le désespoir suite au fait que le père ait détruit son repère et surtout la statue qui représentait le prince. Je reviendrai aussi un peu plus tard sur cette statue là, qui va faire qu'elle va se laisser entraîner chez Ursula, mais on voit qu'elle a peur, alors que dans le conte, même si la petite sirène a peur, elle est vraiment elle y va quand même d'un pas vraiment assuré. Et Ursula est contente puisqu'elle va enfin pouvoir mettre son plan à exécution. Elle veut faire d'Ariel l'instrument de chute du roi Triton, et ça par contre c'est vraiment à la fin qu'on le voit, mais là je vous laisserai le découvrir dans le dessin animé. Donc on va passer à l'intrigue amoureuse que nous pouvons voir dans le dessin animé Disney. Donc comme dans le conte, la petite sirène, la première fois qu'elle voit le prince, c'est sur le bateau alors qu'il fête son anniversaire. Donc là encore elle est attirée par là où il y a de la lumière, de la danse. Cependant les circonstances ne sont pas les mêmes par rapport au conte, puisque dans le conte la petite sirène voit ce bateau la première fois qu'elle monte à la surface, alors que la petite sirène, bien contre l'avis de son père, va monter plusieurs fois à la surface, puisqu'elle va voir plusieurs fois Eureka, donc le goéland qui est à la surface de la mer. Donc déjà les circonstances sont pas les mêmes, mais l'histoire est la même, puisque finalement c'est quand elle voit Eric sur ce bateau là qu'elle va en tomber amoureuse. Et pour cependant un autre point qu'on va avoir, c'est que la petite sirène, c'est sur ce bateau là qu'elle va voir pour la première fois des humains de près. Et ça va la marquer. Tout en suivant l'intrigue du conte, un orage va s'abattre, le bateau va couler, il y a plusieurs personnages qui vont survivre contrairement au conte, mais ça reste toujours Ariel qui va sauver Eric. Elle va l'emmener sur un banc de sable au petit matin pour qu'il survive, elle va rester à côté de lui, elle va pas l'observer de loin cette fois-ci parce qu'elle va vraiment rester à côté. D'ailleurs, au bout d'un moment, Eric, donc le nom qui est le prince, va avoir les yeux mi-ouverts dans un état un peu vaseux puisqu'il reprend seulement conscience, va apercevoir une image de la petite sirène. Ariel reste là à le regarder et même à chanter. D'ailleurs, partir là-bas et toutes les reprises, vraiment c'est une déclamation d'amour pour les humains, de fascination pour le monde humain. Et à la vue d'Eric va transformer vraiment comme une ode amoureuse envers Eric. Mais c'est quand vraiment il y a Gimsby et Max, donc Gimsby c'est le conseiller du prince et Max son chat, qui vont arriver sur la plage. Là la petite sirène fuit dans la mer par peur et c'est Max et Gimsby qui vont recueillir le prince. Donc là la jeune fille du conte va disparaître. J'ai encore shooté dans mon trépied. Mais par contre, ce qui est cette fois très important, c'est que Eric a aperçu la petite sirène. Et donc du coup, il va conserver cette image dans sa tête. Et là encore, il va essayer de retrouver cette jeune fille. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la petite sirène va passer un pacte avec Ursula, qui fait qu'à un bout d'un moment, en tant qu'humaine, va se retrouver sur ce fameux banc de sable. Là encore, c'est Eric qui va la retrouver. Donc comme dans le conte, c'est le prince qui retrouve la petite sirène. Là encore, elle ne peut pas parler, sauf que cette fois, bien évidemment, on lui coupe pas la langue, on reste comme chez Disney. Mais là où ça va être important, c'est que la voix d'Ariel est emprisonnée dans un coquillage. Ça, je vous en parle juste après parce que c'est important dans l'intrigue. Et Eric va du coup recueillir la petite sirène, va lui faire découvrir son univers. Bon bah la petite sirène pense pouvoir s'intégrer puisque Eureka lui avait expliqué le rôle, soi-disant, d'un certain nombre d'objets qui sont faux. Donc là, ça rajoute du comique. Par contre, dans sa transformation, il n'y a pas de souffrance dans chez Disney. On lui dit pas, quand tu vas marcher, tu vas avoir l'impression de marcher sur des couteaux aiguisés. Donc tout ça, on lui dit pas non plus. Il dit, ça existe pas. Mais Eric, bien qu'il soit vraiment attiré par Ariel, veut toujours retrouver la fille qu'il a sauvée. En fait, au moment sur la scène de rencontre, il croit que c'est cette jeune fille là, mais comme Ariel ne peut plus parler parce que sa voix est emprisonnée dans le coquillage d'Ursula, bah pour Eric ce n'est pas la même puisqu'elle peut pas chanter alors qu'il a entendu son chant sur la plage. Cependant, il y a Gimsby qui lui dit vaut mieux épouser une fille qui est là qu'une fille rêvée. Et un moment crucial dans les dessins animés, c'est que quand Eric va
jeter la flûte à la mer, il renonce définitivement à retrouver cette fille puisqu'il chantonnait l'air qu'il avait entendu à son réveil. Et c'est à ce moment-là qu'Ursula se transforme en une jeune femme qui ressemble à Ariel mais qui n'a pas les cheveux rouges, qui a des cheveux bruns. Ursula décide, toujours dans son esprit de vengeance, d'arriver à ce moment-là puisque cette scène arrive après la chanson Embrasse-la où Eric a failli embrasser Ariel et qui littéralement a failli permettre à Ariel de remporter son pacte. Alors c'est pas ce que Ursula veut et d'ailleurs les Muren sont là pour faire tomber le bateau, enfin la barque où ils étaient. Donc Ursula en jeune femme va arriver et va chanter avec la voix d'Ariel et ensorceler le prince, et le prince a décidé de se marier avec elle, brisant ainsi les espoirs de la petite sirène puisque elle se voit déjà prisonnière d'Ursula. Donc Triss elle se morfond. D'ailleurs, différence importante avec le conte, elle ne va pas être sur le bateau nuptial, elle a tellement le cœur brisé qu'elle reste sur le rivage, alors que dans le conte le prince voulait que la petite sirène porte, vous savez là, le long voile qu'on a sur les robes de sa fiancée. Là ce n'est pas le cas, elle reste sur le rivage. Mais là où Eureka devient vraiment important dans l'histoire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il va voir sur le bateau, dans le reflet d'un miroir, qu'en fait la jeune femme va être Ursula, et c'est Eureka qui va prévenir tout le monde et la petite sirène va vouloir sauver le prince. Alors si je vous dirais pas comment se termine le dessin animé Disney, parce que ça je vous laisserai le découvrir, et de toute façon c'est une fin complètement inventée par rapport au conte, donc ça je vous laisserai le découvrir. Est-ce que Ursula va finalement quand même réussir à obtenir Triton, donc le roi Triton dans ses filets? Ça je vous laisserai le découvrir aussi. La différence principale avec le conte, c'est que la petite sirène survit et elle va se marier finalement avec Eric. Ça tout le monde le sait, donc je peux vous le dire. Alors que dans le conte, bah, la petite sirène se transforme en écume. Donc là déjà la fin est complètement différente. Je vais quand même revenir sur la relation père-fille entre Ariel et Triton, puisque c'est quand même un thème qui est super important que Disney a quand même mis en place, qui n'était pas présent dans le conte. Donc la relation entre Triton et Ariel est vraiment très conflictuelle, comme vous pouvez vous en douter. Il empêche sa fille et d'ailleurs tout son peuple à monter à la surface, puisqu'il est très méfiant à propos des humains, et d'ailleurs tous les animaux vont aussi le dire dans la chanson Sous l'océan, où ils disent que bah ils mangent le poisson. D'ailleurs il y a vraiment une scène très comique entre Sébastien et le chef Louis au château, où le chef Louis veut bouffer le crabe. Littéralement c'est ça. Bah, du coup ça montre un peu l'atrocité du monde humain pour Ariel et pour le téléspectateur. Et vraiment les humains sont décrits comme mauvais et malveillants. Donc c'est pour ça que le Triton interdit à quiconque de monter à la surface. Donc du coup quand Triton va apprendre que Ariel est amoureuse d'un humain, il va entrer dans une colère noire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va détruire littéralement le repère d'Ariel. Et là où ça va être encore plus affreux pour Ariel, c'est quand il va détruire la statue qui représente le prince Eric. Parce que cette statue, contrairement au conte, arrive après le naufrage du bateau, parce que cette statue avait été offerte par Gimsby pour l'anniversaire d'Eric, alors que dans le conte elle était déjà présente au début de l'histoire. Et cette destruction de statue va vraiment blesser Ariel, et je vous ai dit c'était ce qui va lui faire aller finalement assez facilement, même si elle hésite, dans le repère d'Ursula pour être transformée en une humaine. Cependant le père reste quand même désespéré quand il voit pas revenir Ariel après cette fameuse destruction, puisque c'est à ce moment là qu'Ariel va devenir humaine et qu'elle va vivre sur Terre, etc. Mais le père regrette quand même ce qu'il avait fait à sa fille quand à la fin il est prêt à prendre la place d'Ariel quand Ariel retombe dans les filets d'Ursula, que je vous laisse découvrir. Cependant les relations père-fille vont quand même s'améliorer, puisque dans la dernière transformation d'Ariel en humaine, c'est Triton qui va transformer Ariel en humaine et qu'il accepte qu'elle vive sur Terre, et Ariel devient alors un symbole d'union entre le monde humain et le monde marin. Donc vraiment il y a une réconciliation entre le père et la fille. Et je pourrais encore dire énormément de choses sur les différences dans l'intrigue sur la petite sirène, mais vu que j'en parle déjà depuis tout à l'heure, je voulais vraiment revenir plutôt sur une comparaison entre le palais du roi Triton, l'antre de la sorcière Ursula, par rapport à ce que nous dit le conte, parce que je trouve que là aussi il y a beaucoup de choses qui ont été respectées et que je voulais partager avec vous. Donc déjà comme dans le conte, il y a un contraste énorme entre le château du roi Triton et l'antre de la sorcière. C'est vraiment quelque chose qui a été respecté. Le château du roi Triton est riche, lumineux, le château est sublime, luxueux, la vie y prolifère, de nombreuses espèces y sont représentées. On peut d'ailleurs relever que les studios Disney insistent avantage sur la diversité du monde marin par rapport au conte, puisqu'il y a énormément d'espèces qui sont représentées, notamment au début. Mais Andersen aussi insiste sur la diversité animale et végétale du monde marin dans son conte, mais pour moi je pense que vraiment Disney a insisté encore plus qu'Andersen là-dessus. Donc déjà très bon point. Et d'ailleurs ce que j'ai bien aimé chez Disney, c'est que quand tu visionnes les images, tu vois qu'à quel point l'équilibre marin est fragile
dans nos océans, et tu te rends compte qu'en fait finalement chaque espèce a sa place. D'ailleurs, ce qu'on peut relever, c'est que Disney a fait le choix de s'inspirer de la mythologie grecque pour faire le château, puisque vraiment ça se rapporte à ça, puisque les sirènes sont en général connues pour être des créatures de la mythologie grecque, ce qu'on ressent pas du tout par contre dans le conte d'Andersen. Honnêtement, le conte d'Andersen se passe vraiment au Danemark, enfin on le suppose hein, qu'il se passe au Danemark et pas forcément dans des eaux du sud, et du coup la petite sirène vit plus ou moins dans un monde grec, on peut dire hein. Honnêtement, l'univers se rapproche vraiment à l'idée que nous on se fait de l'univers de la mythologie grecque. Et comme dans le conte, par contraste, l'antre de la sorcière est sans vie et terne. Andersen décrit son univers mais sans fleurs, sans herbes marines, où le sable est nu et gris. Des tourbillons entraînent dans les profondeurs tout ce que la sorcière pourrait attraper, et finalement les seules plantes où vit les polypes, ce sont des espèces animales, mais on dirait plutôt des plantes. Mais bon, je vais pas vous faire un cours de biologie, mais la seule vie qu'on va retrouver finalement, ce sont des polypes, et ce sont les fameuses âmes en perdition dans le dessin animé Disney, et ce sont des âmes perdues aussi dans le conte d'Andersen. Donc déjà là, c'est vraiment quelque chose qui avait été très respecté, et vraiment j'ai vraiment apprécié qu'ils aient respecté ce petit détail qui vraiment donne sens au personnage d'Ursula. Et comme dans le conte, ces polypes, donc ces âmes, vont essayer de se rattacher à tout ce qu'ils peuvent, donc c'est pour ça d'ailleurs que dans le dessin animé, ils vont essayer de prendre Ariel avec eux, mais je pense que dans le dessin animé Disney, c'est un peu plus en signe de désespoir, puisque finalement tous ces polypes là qu'on va retrouver, ce sont des personnes qui ont demandé de l'aide à Ursula, mais qui n'ont pas pu payer le prix qu'elle demandait. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans le conte ou dans le dessin animé, ils sont vraiment pas très agréables à regarder. Je vous mets en contraste ce que c'est qu'un polype chez Disney et ce que c'est qu'un vrai polype dans le monde marin. Et honnêtement, les polypes dans le monde marin, donc les vrais polypes, ne sont pas forcément désagréables à regarder. Mais alors pour petit cours de biologie, les polypes sont vraiment importants dans la biodiversité marine. Bref, quoi qu'il en soit, ils ressemblent vraiment à des sortes de serpents des mers dans le conte et chez Disney. Ils sont vraiment disgracieux. Et par contre, ces polypes là chez Disney, je dirais qu'ils sont encore plus importants, puisque c'est à ce moment là qu'on va parler d'âmes finalement dans nos personnages, alors que la question des âmes est très importante dans le conte, et là c'est le seul moment où on va parler d'âmes, puisqu'on dit que ce sont des âmes en perdition. Là encore, dans le dessin animé Disney, je sais plus si je vous l'ai dit, mais au pire je vous le rappelle, c'est pas grave, la question des âmes immortelles n'est vraiment pas abordée. Cependant, on peut noter quand même une différence majeure, et c'est là où on se rend compte qu'à quel point la sorcière des mers fait peur dans le conte, c'est que là où elle habite est fait à partir d'os, de crâne et tout ce que vous voulez, de naufragés. Et dans la version Disney, ils ont vraiment respecté ce principe, non pas en mettant des squelettes humains, mais en mettant un squelette d'une créature marine. Mais là encore, chez Disney, on a vraiment joué sur les couleurs en utilisant des couleurs hyper froides et un peu ténébreuses pour représenter l'univers d'Ursula. Bon Mon avis. Alors il faut savoir que de base je n'étais pas très amie avec la petite sirène chez Disney, je n'aimais pas forcément ce dessin animé, très honnêtement. C'est en lisant le conte d'Andersen que je me suis réconciliée avec cette histoire là, parce que je me suis rendu compte en fait des valeurs, si je peux m'exprimer ainsi, que le conte voulait porter, et plus défaitiste que ce conte là sur les questions amoureuses, plus triste qu'Andersen, honnêtement je n'ai encore pas vu. En tout cas dans les contes je n'ai encore pas vu, mais j'ai pas lu tous les contes pour vous dire, hein, j'ai encore pas lu Grimm, et je pense que Grimm c'est très sombre aussi, mais honnêtement c'est vraiment un conte qui me touche moi personnellement. Et on sent vraiment que Andersen a pu mettre tout son pessimisme et vraiment toute sa tristesse, toute sa rancœur de ses vies amoureuses hein, qu'il a eu, puisqu'il a vraiment pas eu une vie amoureuse très facile, il a pas pu épouser la femme qu'il aimait, etc. Donc je pense que vraiment il a tout mis dans la petite sirène, ce qui fait qu'elle meurt vraiment dans d'atroces souffrances et que sa vie est une souffrance en soi. On ressent pas ça chez la petite sirène. La petite sirène c'est un peu plus poétique chez Disney, mais j'ai vraiment aimé quand même l'effort d'adaptation qu'ils ont fait, à part la fin qui est vraiment différente, mais c'est aussi le jeu de Disney de faire des fins heureuses. À part la fin, je trouve quand même que l'histoire est quand même bien adaptée, puisqu'on retrouve les éléments principaux, le sortilège, une histoire amoureuse entre Ariel et Eric qui se passe à peu près de la même façon avec le bateau, la transformation en une humaine, enfin qu'il a fait, il aimait elle, l'épousait elle finalement, mais devait se marier avec quelqu'un d'autre, donc tout ça on le retrouve. On retrouve cette fascination d'Ariel pour le monde humain. Bon, il n'y a pas la question d'âme immortelle, mais comme je vous l'ai dit, je pense que vraiment c'est un choix de chez Disney. Il y a quand même des différences avec le conte, mais je trouve que vraiment dans l'ensemble ça reste une bonne adaptation. On n'est pas sur la Reine des Neiges, si vous avez vu ma vidéo, où c'est complètement différent. Donc là-dessus, il y a vraiment une bonne adaptation que moi j'ai appréciée. Et là, surtout, ce que j'ai encore plus apprécié, c'est que vraiment chez Disney, ils ont respecté la poétique du conte d'Andersen en essayant d'adapter un maximum. Donc là, comme je vous l'ai dit, respecter que le monde de Triton soit une
luxueux et que le monde d'Ursula soit terne, sans vie. Ils ont remis ces fameux polypes. On a la diversité du monde marin, etc. Honnêtement, tout ça, j'ai vraiment adoré ces petites notes de détails que l'on retrouve dans le conte, que l'on retrouve chez Disney. Je vais m'en arrêter là parce que je crois que je suis à plus d'1 heure de tournage. J'ai beaucoup parlé. Donc si vous êtes toujours là, merci à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez vu d'autres points communs et différences que je n'aurais pas forcément cités en vidéo. Les adaptations Disney pour Andersen vont s'arrêter là. Les vidéos sur Andersen par contre vont continuer puisque bientôt je vais vous présenter des contes d'Andersen, donc les plus connus et d'autres contes que moi j'ai bien aimés qui sont moins connus. Donc Andersen va encore revenir sur cette chaîne. Prochainement on va passer à Stevenson et là je vous referai une vidéo adaptation Disney sur La planète au trésor qui est un dessin animé je crois trop sous-coté parce qu'il est vraiment génial, mais bon ça je vous en reparlerai dans quelques semaines. En attendant moi je vais vraiment vous laisser ici parce que j'ai déjà trop parlé. Donc portez-vous bien, faites de bonnes lectures, de bonnes découvertes, tout ce que vous voulez et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!